en a relu. Les 26 plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. La concentration de la richesse est encore accentuée en 2018. 26 milliardaires, ayant désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, a dénoncé lundi l'ONG Oxfam, qui appelle les États à taxer les plus riches dans cette perspective. Et alors que la colère des Gilets jaunes ne s'éteint toujours pas, en France, Georges Leroux, philosophe et professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM, dans une volonté, Georges, entre autres de comprendre le phénomène des Gilets jaunes, qui continue d'exister en France. On voit que le nombre de manifestants, bien sûr, est de moins en moins important d'un samedi à un autre, mais cette colère-là, elle est là, elle est tenace. Vous avez relu pour nous La misère du monde, ouvrage collectif dirigé par le sociologue français Pierre Bourdieu, qui est décédé en 2002. Ça, c'est une star, là, Pierre Bourdieu, que l'on cite presque à chaque semaine à cette émission. Il y a toujours quelqu'un qui cite Bourdieu. D'ailleurs, il y a un segment à faire autour du personnage qui est très, très important. C'est un ouvrage collectif qui est paru en 1993, donc il s'intéressait à la situation des classes sociales et de la pauvreté en France. Il y a plus de 25 ans, Georges, et vous disiez en ouverture de deuxième heure que vous ouvrez le livre et vous avez l'impression qu'il a été écrit hier. Oui. Toujours aussi pertinent. Oui. Je vais Pourquoi? vous dire très simplement, oui. Parce que ce livre n'est pas de la sociologie quantitative. C'est-à-dire que vous n'avez pas là un répertoire de chiffres, de données, de comparables, de situations économiques, de pourcentages. C'est pas ça. Ce qui est ça pour ça en France, ils ont un Institut national de la statistique. Vous pouvez y aller sur Internet, vous allez avoir tous les chiffres, etc. Bon, c'est pas ça. C'est un travail qualitatif. C'est un travail d'approche de ceux qui, dans la société, au moment où Pierre Bourdieu conçoit son projet avec tous ses collaborateurs, se sentent précarisés, exclus, victimes de la mondialisation, plongés dans des luttes sociales dont ils ne comprennent pas les aboutissements, et donc Bourdieu décide d'aller à leur rencontre. Alors, ce livre-là est fait d'interviews, donc ce sont des entretiens avec des personnes sur leur situation de vie. Comment ils vivent? Pourquoi ils se sentent pas bien en France? Est-ce que c'est juste une question de revenus? Est-ce que c'est une question d'emploi? Est-ce qu'ils sont précisément racisés? Est-ce que la problématique de l'immigration, qui à cette époque était déjà très importante en raison de la situation d'Algérie, des immigrants algériens, toutes ces questions-là, donc, reviennent à la surface. Et alors, la grandeur du livre, qui en fait un chef-d'œuvre de la sociologie française, et je dirais même de l'histoire de la sociologie. Je connais rien aux États-Unis qui ressemble à ça. Ouais. Je suis pas spécialiste, remarquez. Oui. C'est un peu hors rayon pour moi, mais ce livre m'a toujours passionné. Je l'ai acheté quand il est paru. Ce livre-là nous donne un accès à ça. Or, les grandes questions qui sortent, c'est ça qui est important, c'est des questions qui sont très présente aujourd'hui. On veut savoir qui sont ces gens qui sont sur les ronds-points. Qui sont ces gens qui, visiblement, expriment, entre guillemets, une souffrance. Le mot est toujours un peu difficile à manier, mais une souffrance légitime et très certainement authentique. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas bien, ils sont malheureux et ils veulent dire pourquoi. Ils n'arrivent pas à manger. Les statistiques en France sont assez affolantes. Là. Oui. Je lisais il y a quelques mois que un Français sur 5 ne mange pas 3 repas par jour. Oui, alors c'est 20% de la population, oui, ça. Et si vous parlez de pauvreté en France, selon les critères de l'Institut national de la statistique, vous la situez à environ 40% du revenu médian des Français. Donc, ça veut dire que dans les franges inférieures, celles que vous citez, vous avez environ 20% de personnes qui souffrent d'une pauvreté matérielle réelle. C'est pas la France qu'on imagine avec tout ce que les médias nous présentent de la France, le foie gras et les huîtres. C'est pas ça. On est loin de ça. On est loin de ça. Et je dis pas qu'ils souffrent parce qu'ils mangent pas de foie gras et des huîtres, hein, parce qu'il y a ça aussi. Parce que la France est aussi une vitrine. C'est une vitrine dans laquelle se mire le pauvre et il ne se reconnaît pas. C'est très brutal, ça, d'ailleurs, d'avoir une vitrine aussi chatoyante quand nous, on n'arrive pas à manger. C'est brutal, c'est brutal, parce qu'on connaît le coût de la vie en France. Ouais. Alors, donc, Bourdieu s'est adressé à eux. Il n'a pas retranscrit tous les interviews, une soixantaine environ sur 150, donc vous pouvez les lire. Il les présente et il les discute. Et qu'est-ce qu'il constate? D'abord, il constate que ces exclus, cette grande multitude de gens précarisés font face à la démission de l'État. Les politiques sociales de l'État, et qu'elles soient des politiques inspirées par des gouvernements socialistes, Mitterrand et ainsi de suite, ou par d'autres, plutôt les partis de droite, les républicains de droite, dans tous les cas,
l'État les oublie. Même si, à l'époque des élections, l'État revient vers eux, ils disent on va parler pour vous, on va parler pour vous. D'ailleurs, on voit sur nos écrans dans le moment, c'est fascinant, les discours de François Hollande, de Nicolas Sarkozy et même d'Emmanuel Macron. Nous disons quoi? Moi, si vous m'élisez, c'est de vous dont je m'occupe. Et on voit comment il le fait maintenant. Alors, donc, c'est une démission de l'État face à des souffrances qui sont politiquement inexprimables et qui cherchent à s'exprimer et qui ne trouvent plus, c'est le deuxième point, dans le canal de la démocratie représentative, le canal républicain, la solution qui devrait leur apparaître. C'est-à-dire, et ça, c'est au temps de Bourdieu comme maintenant. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que cette critique de la démocratie représentative, qui consiste à dire, c'est pas la peine que j'aille en parler à mon député, c'est pas la peine que je m'implique dans les élections, parce qu'il y a rien qui va sortir de ça. Voilà, donc j'irai même pas voter. Ah, ça, c'est terrible. Une des explications du taux de participation qui ne fait que s'amoindrir d'année en année, là, dans les sociétés occidentales. Absolument, absolument. Ils sont, le mot qui est employé, et il était chez Bourdieu et on le retrouve aujourd'hui, c'est parler d'une cécité des appareils. C'est-à-dire, les appareils sont aveugles, ne veulent pas voir ça, ils ne regardent que les chiffres. Le troisième constat, peut-être le plus riche sur le plan théorique que Bourdieu a apporté, c'est la notion de misère de position. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la misère de position? Vous avez une misère qu'on peut qualifier de réelle, qui serait documentée par des chiffres, une économie de la misère. C'est ceux dont le revenu, disons, dépasse pas ça, ou ainsi de suite. Alors, les Gilets jaunes demandent, par exemple, la suppression de l'impôt sur la fortune, mais ils demandent aussi l'augmentation du revenu de solidarité. Ici, ce serait quelque chose comme le revenu minimum garanti ou l'assistance sociale. Bon. Alors, la misère de position, c'est différent. La misère de position, c'est tout ce qui fait, et on en parlait tout à l'heure avec nos amis, c'est tout ce qui fait que dans une société, vous n'aurez pas la justice pour vous parce que vous êtes différent, vous êtes racisé, vous venez pas d'un milieu bourgeois, vous ne ferez pas les grandes écoles en France, etc. Cette misère de position, elle est relative et elle accroît le sentiment que vous avez de votre misère réelle. On a l'impression qu'elle est plus grande, cette misère de position, dans une société comme la France que dans une société comme la nôtre. Peut-être qu'on a tort, là, Georges. Non. On n'a pas tort ou on a tort? Non, on n'a pas tort. On n'a pas tort, je crois pouvoir le dire très modestement, pour avoir assez vécu en France, je pourrais raconter des anecdotes stupéfiantes sur ces questions-là, capable de dire que la France est une société de privilèges. Et quand vous êtes, ça dépend des registres, ça dépend, etc. Monarchie. C'est une société de privilèges. Et donc, si vous avez besoin de quelque chose et que vous êtes bien placé et que vous avez les réseaux pour l'obtenir, vous allez l'obtenir. Mais si vous n'êtes pas dans ces réseaux, vous ne l'obtiendrez jamais. C'est moins important ici, au Canada? Mais de toute évidence. Et en plus, le système présidentiel crée toutes sortes de problèmes. Norbert vient de le dire, c'est cet aspect monarchique. Une quatrième chose, c'est la sociologie des déclins. Alors ça, c'est Bourdieu qui invente ce concept. Il note, c'est le premier, mais moi, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais il note, 93, que c'est l'époque où commencent les premiers défauts de la société industrielle capitaliste. On a vécu les 30 Glorieuses, on a vu croître tout d'un coup le système. Tout le monde a pensé que le filet social et tout ça allait être pour le mieux. Le paradis était déjà là. Et puis non, les usines commencent à fermer. Il y a des congédiements. Il y a ce qu'en France on appelle des plans sociaux. Ici, des mises à pied tout simplement. Beaucoup de précarité pour les familles. Et les gens découvrent que le filet social, il est pas ce qu'on croyait. Il est autre chose. Et alors apparaît dans les entretiens. Alors moi, je vous jure, je l'avais lu, j'avais lu ces trucs-là, mais quand je le relis, je n'en reviens tout simplement pas. Apparaît ce concept de vie perdue. Ça veut dire quoi, ça? Les gens disent, ma vie vaut rien. Ma vie est perdue. Je peux pas la sauver. Je suis dans un monde, en d'autres mots, où malgré tous les efforts que je pourrais faire et toutes les solidarités minimales que je peux solliciter, et c'est la raison principale du succès des ronds-points et des gilets jaunes, tout le monde le dit, c'est la réviviscence de la solidarité à l'occasion précisément de rencontres sociales qui sont... c'est la communauté qui a disparu aussi. Exactement. Donc les gens se retrouvent, ils peuvent être solidaires, ils peuvent se parler, ils peuvent s'organiser. Voilà. Alors, parce que le sentiment d'impuissance est multiplié par la solitude, on peut l'imaginer. Complètement. Alors, la grande question pour nous, au moment où donc on relit Bourdieu, c'est, on peut se demander, est-ce que
cette sociologie nous donne des instruments, pense pas seulement aux militants, mais je pense aux citoyens, aux politiques, pour comprendre bon, une chance, la société française est une société de privilèges, c'est vrai, mais c'est aussi une société révolutionnaire. Et c'est une société qui a connu, qui a instillé dans l'espace européen la critique de la monarchie, qui a fait la révolution, toutes les révolutions, et en particulier 1830, on descend 1848. dans les rues. En oui, France, mais là, on n'hésite pas. D'ailleurs, on se demande ce qui se passe aux États-Unis, là, comment ça se fait qu'il n'y a pas ce réflexe-là, avec le shutdown qui dure depuis des semaines. Il y a des gens qui sont pas payés, et puis ils descendent pas dans les rues, les Américains. Non. Les Français, ils seraient dans la rue, là. Ah, complètement. Ah, complètement. Mais donc, la question, c'est à quel type de recours, appelons-le offensif ou agressif, est-ce qu'une sociologie peut s'adresser? Pierre Bourdieu parlait d'une sociologie armée. Il faut bien comprendre. Il voulait dire, la sociologie ne doit pas, j'aime répéter cette phrase, je l'ai souvent dite devant mes étudiants, parce que elle est très proche de celle de Marx concernant la philosophie. La philosophie doit pas comprendre le monde, elle doit le changer. C'est la phrase de Marx, elle est célèbre. La phrase de Bourdieu, c'est « La sociologie ne doit pas donner des leçons, elle doit donner des armes. » C'est-à-dire, elle doit faire en sorte qu'on comprend ce qui nous arrive. Et la première chose que les Français doivent comprendre, si je peux me permettre de m'adresser à eux, mais il y en a qui nous écoutent en France. Nous d'accord, non, mais c'est de prendre au sérieux un phénomène qui concerne, on dit, c'est que 80 000 personnes, c'est pas grand-chose dans le fond. C'est important ce qui se passe. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très important ce qui se passe. C'est l'expression d'un phénomène. Et ce phénomène, donc, doit être compris. Et bien entendu, pour être compris, il faut arriver à l'interpréter économiquement. J'écoutais l'autre jour le jeune économiste si brillant, il m'inspire tellement, il faudrait l'inviter, Thomas Porcher, à son traité d'économie hérétique. Porcher est de ceux qui pensent que ce point de bascule, c'est-à-dire ce point de crise qui a été atteint par la crise des Gilets jaunes, est dû à la faillite complète des politiques socialistes, qui se sont ramollies au point de devenir complètement indistincte des politiques républicaines. Vous critiquez la gauche, d'ailleurs, dans cet ouvrage sur le racisme. On critique, la gauche a le dos large, là, mais la gauche, selon beaucoup d'observateurs, est responsable de la démission, en fait, de l'éloignement des classes ouvrières. Et ça laisse la voie ouverte. Elles l'ont abandonné. Ça pave le chemin complètement pour le macronisme, c'est-à-dire pour cette idée que le seul modèle qui peut sauver l'État ou sauver la société, c'est le modèle privé, la société du start-up, et ainsi de suite. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que c'est le seul modèle? Est-ce qu'il n'y a pas des économistes plus sociaux qui peuvent nous donner des idéaux de justice sociale plus intéressants que ceux dont on dispose dans le moment? Alors moi, je suis très interpellé par le regard que portent les sociologues aujourd'hui, les économistes comme Thomas Porcher et d'autres. Mais il y a aussi Christian Laval, que j'aime beaucoup, qui est un homme extraordinaire. Son livre Le Commun, ça le fait intervenir. On va trouver les références et les placer sur notre site web. Il faut lire ça. Christian Laval, d'ailleurs, a fait un papier merveilleux dans Mediapart sur la crise des Gilets jaunes. Et donc, je dois terminer. La question, c'est... C'est bien malheureux. Non, mais ça me passionne, vous le sentez. Mais ça passionne tout le monde, en fait. Vous passionnez tout le monde du même coup. Mais la sociologie critique doit nous dire un peu ce qu'est le peuple réel. Et ce peuple réel, on n'y a pas accès seulement par une sociologie économique quantitative. Non, il faut aller à sa rencontre. Il faut aller à sa rencontre et il faut dire pourquoi madame, pourquoi monsieur. Les petites retraites à 900 €, là. Pensez à ça, là. 1 euro, c'est 1,50 $. Comprenez-vous? Ça donne combien, ça, en dollars par mois? Ça fait du monde qui vivent à peu près avec quoi? 15-16 000 $ par année. Même pas. À presque rien. Ces gens-là, on les entendait pas. C'est en dessous du taux de la pauvreté. Quand on vieillit, là. Oui. Mais c'est à eux que vous vous adressez. Et c'est ces gens-là qui se sentent représentés par les Gilets jaunes. Voilà. Donc, Georges, à relire, cet ouvrage collectif dirigé par Pierre Bourdieu. Quel beau titre. La misère du monde. On va bien sûr remplacer les références sur notre site web. Formidable, Georges Leroux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci.